Merci bien. Donc c'est une présentation que j'ai préparée en collaboration avec Déborah Gainsburger et qui se rattache un petit peu à ce qui est fait dans le groupe de travail 5. Alors, l'idée c'est de montrer que en bâtissant une base de données avec les informations patients, les dossiers informatisés d'un centre et d'une filière, on peut bâtir de la recherche clinique, d'une part de l'épidémiologie et d'autre part s'orienter aussi vers des essais thérapeutiques. Alors, quelques définitions pour commencer. Il faut bien comprendre ce qu'est une base de données, tout simplement, et en l'occurrence, il s'agit d'un ensemble structuré, organisé, qui permet de stocker des grandes quantités d'informations, et pour faciliter leur utilisation. Alors, il y a des cohortes, il y a des études cas témoins, et puis il y a des bases de données médico-administratives, et il y a aussi les registres. Et il ne faut pas confondre tout ça, parce que ça ne nous donnera pas exactement le même type d'informations. Donc une cohorte, c'est une base de données qui constitue d'un ensemble de sujets qui ont des caractéristiques communes. Qui sont suivis un certain temps et qui permettent d'observer des événements. Donc on est dans un cadre longitudinal. Et ce qu'il faut bien comprendre au plan statistique, c'est que c'est un échantillon de la population qui est plus ou moins représentatif, qui peut correspondre à des sujets plus ou moins bénins par rapport à la population générale de cette maladie-là, ou au contraire des sujets plus sévères. Et dans le cas d'une filière comme la nôtre, on aura plutôt tendance à avoir des patients plus sévères que la totalité de la population. Un registre, ça n'est pas la même chose, et souvent les gens utilisent ces deux termes de façon interchangeable et fausse. Un registre, c'est une base de données exhaustive. Donc vous avez tous les patients dans une aire géographique donnée concernés par la maladie X. Et donc d'ailleurs d'un point de vue purement statistique, on n'a pas besoin de faire test statistique sur un registre puisqu'on a la population en entier. Et ça évidemment c'est extrêmement difficile à voir. Il y a ce qui est connu, c'est les registres du cancer. Il y en a un certain nombre dans certains départements qui marchent pas mal. Ils sont proches du 100%, c'est impossible d'avoir le 100%, mais bon, en tout cas, on peut considérer ça comme des registres. Et évidemment, dans le domaine de la maladie rare, c'est très tentant d'essayer de bâtir des registres, parce que le nombre de patients étant limité, en théorie, on devrait arriver à accéder à tous les patients dans un pays, enfin, dans une aire géographique donnée. En fait, il y a quand même quelques obstacles techniques. Et alors, quel est l'intérêt de tout cela ? C'est évidemment d'essayer de décrire l'histoire naturelle de certaines maladies. Parfois, certaines maladies ont une histoire naturelle bien connue, mais dans d'autres cas, il reste des inconnus. Aider dans la compréhension de la physiopathologie, parce que lorsqu'on a une histoire naturelle bien connue, on peut faire des corrélations avec la biologie, en particulier des corrélations phénotype-génotype. Ça permet d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et puis aussi d'avoir un intérêt médico-économique. Et puis tout bêtement de comptabiliser l'activité des centres. Alors comment ? Pour certains centres, pour les différents centres, si on veut faire un registre, il faut mettre en commun des données. Donc différents éléments du champ des maladies rares, les données cliniques, biologiques, etc. Il faut avoir bien sûr des informations standardisées pour pouvoir faire ces échanges. Il faut avoir un outil commun, et cet outil commun doit être simple, pratique, parce que si on doit faire de la saisie de données, il faut que ça puisse aller vite, parce que c'est du temps en plus par rapport à des consultations ou des hospitalisations. Et on a en France une législation complexe, exigeante, sur les bases de données liées aux patients, liées à des informations de patients, et donc il faut que tout ça soit sécurisé. On a un outil qui existe déjà depuis quelques années qui s'appelle CEMARA, qui est une base informatique installée en 2008, administrée ici, à Necker, sous l'égide de la BNDMR, et qui s'adresse au centre de référence et de compétences, et donc qui enregistre un certain nombre d'informations. Il y a une charte, je vous l'ai dit, la législation sur le stockage des données est très stricte. Donc chaque utilisateur de CEMARA doit signer une charte où on décrit les règles d'accès aux données au sein d'un centre, des centres. Chaque utilisateur signe obligatoirement un engagement
Et ça doit être bien sûr déclaré à la CNIL. Les patients doivent être informés de ce fonctionnement. Il y a une codification, les doublons éventuels, puisqu'un même malade peut être vu à différents endroits, sont normalement gérés. Et puis ensuite, il y a un noyau commun assez limité, et puis ensuite chacun peut construire ce qu'on appelle un pétale, où on va avoir davantage de renseignements. Et donc on a certains pétales spécifiques pour certaines pathologies. Et tout cela est en cours d'évolution, il y a beaucoup de discussions, les choses ne sont pas encore fixées totalement. On doit évoluer vers BEMARA, mais j'ai peu de détails là-dessus. Donc le dataset minimal, voici un exemple. Un test en l'occurrence, avec, on a indiqué le nom du centre de référence, il y a les coordonnées, c'est pour ça que c'est évidemment très important que les choses soient sécurisées, et puis un certain nombre de renseignements ici. Donc ça c'est, je dirais, le dataset minimal. Et si pour une pathologie donnée on arrive à saisir l'ensemble des patients dans une aire géographique donnée, on a un vrai registre qui va nous indiquer la prévalence de la maladie. Bon, on ne pourra pas en savoir plus, mais dans certains cas, c'est déjà pas mal, puisque pour bon nombre de maladies, on n'a pas d'idée très très précise du nombre de patients dans le pays. Et puis ensuite, on peut construire un pétale. Donc, il y a un certain nombre de maladies pour lesquelles des pétales ont été construits, et qui permettent de recueillir davantage de renseignements et donc de faire une étude sur l'histoire naturelle, sur l'épidémiologie, sur les facteurs pronostiques, etc. Donc je vais vous montrer l'exemple du pétale dysplasie fibreuse, puisque c'est celui que je connais, et qui nous a permis de bâtir une base de données. Donc évidemment, on reprend les coordonnées de l'individu. Vous avez ici des renseignements sur l'activité, et qui évidemment sont très intéressants pour le suivi administratif d'un centre, puisque ça permet de faire des vérifications quant à l'activité, si jamais les choses ne sont pas bien saisies dans le PMSI par exemple. Et puis ensuite, en fonction de la pathologie, on va créer un certain nombre de variables. Et là, il faut s'arranger pour que ça soit pratique à faire, où on ait simplement des choses à cocher, ou alors un petit menu déroulant de manière à faire apparaître quelques caractéristiques, et de façon à ce que la saisie puisse être assez confortable, rapide. Et donc, bien sûr, on fait des compromis. C'est-à-dire que dans certains cas, on ne peut pas tout mettre, et en particulier, après ça peut se discuter pathologie par pathologie, mais en fonction des questions qu'on se pose, on pourrait être amené à saisir des données biologiques par exemple. Mais si on veut s'amuser à saisir des chiffres, qui vont varier au cours du temps, bien sûr, ça représente un investissement en termes de saisie de données qui va être beaucoup plus important. Donc nous, ici, on a fait le choix de ne pas faire ça, et simplement de saisir un certain nombre de caractéristiques cliniques et en imagerie pour ce pétale. Donc ici, on a l'entrée circonstances de découverte, puisque c'est une pathologie qui peut être découverte de manière fortuite en faisant des clichés radiographiques ou bien en fonction de symptômes. Donc là, c'est un petit menu déroulant, fortuit, non fortuit. Y a-t-il eu une biopsie osseuse? Oui, non. Bon, dans la majorité des cas, on fait le diagnostic sur l'imagerie. Est-ce qu'on a mis en évidence la mutation GNAS et si oui, où est-ce que ça a été, dans quel tissu ça a été recherché? Et puis ensuite, vous avez la localisation des lésions. Est-ce que c'est une monostotique, une polyostotique? Et dans ce cas-là, on a listé les localisations en question, et on les a listées pour que ça soit facile à cocher, donc que ça soit beaucoup plus rapide à saisir. Est-ce qu'on a une scintigraphie osseuse? Oui, non, la date. Et puis un certain nombre de caractéristiques biologiques. Est-ce qu'il y a un diabète phosphaté? Est-ce qu'il y a un syndrome de McCune-Albright? Et dans ce cas, de quelle endocrinopathie s'agit-il? Et puis, vous voyez toute une série d'événements. Y a-t-il eu des fractures? Oui, non. Sur quel site? Et là, on a un menu déroulant. Les compressions neurologiques, les événements endocriniens qui peuvent survenir en cours de suivi, puisque à chaque suivi, à chaque consultation ou hospitalisation, bien sûr, on va être amené à remplir certains items. Et on a même introduit des traitements. Et alors là, on a fait des choix. On a simplement mis le nom et la date. On n'a pas introduit la question de la dose, parce qu'évidemment ça prendrait plus de... Mais en général, ce sont des doses standardisées pour ce qui nous concerne. Et puis pour la biologie, on a simplement mis des choses très très simples, de façon à ne pas avoir beaucoup de chiffres à rentrer, mais parce qu'il y a d'autres éléments biologiques qui seraient pertinents, mais après ça ferait beaucoup trop.
Donc l'exhaustivité, c'est très difficile à atteindre. Et c'est pour ça que cette base dysplasie fibreuse, je la considère comme une cohorte et non pas comme un registre. C'est très difficile d'avoir tous les patients dans la base, et ce d'autant plus que la maladie est moins rare. Donc il y a une nécessaire collaboration entre les centres de référence au sein d'une filière, les centres de compétences, probablement aussi avec les associations de patients qui peuvent permettre d'identifier pour certaines pathologies des patients, et donc d'en connaître l'existence et d'avoir, même si on n'a pas de données précises, au moins connaître leur existence et donc avoir un chiffre de prévalence. Et donc je vais vous donner l'exemple de ce qu'on a pu analyser, parce que en fait ça représente un effort sur plusieurs années, mais qui à la sortie va donner des résultats, des publications, des informations intéressantes. Et je pense que c'est de la recherche assez facile à faire en fait. Souvent on a besoin de faire des investissements considérables pour créer des cohortes, des appels d'offres qui sont difficiles à obtenir, qui représentent des budgets importants, etc. Et là, en fait, il suffit d'utiliser nos données cliniques, bon, bien sûr, en ayant fait l'investissement du pétale au départ et du temps à passer à saisir les données et les recueillir, mais ça n'a rien à voir avec toute la logistique qu'on peut avoir à faire sur une cohorte locale ou nationale. Donc ici, c'est une première analyse qu'on a faite qui est en cours de publication, sur la cohorte du centre lyonnais. Alors, dans cette analyse statistique-là, l'objectif principal, c'était de décrire les différentes formes dans un large groupe, avec des objectifs secondaires qui étaient de rechercher les facteurs pronostiques, et avec un critère de jugement principal qui est un index composite qu'on a défini nous-mêmes, qui nous paraît cliniquement pertinent, puisque ça combine une douleur avec une EVA supérieure à 3 et ou la présence d'une fracture incidente. Parce que finalement, dans cette pathologie-là, c'est les problèmes cliniques que nous avons, c'est douloureux et il y a une fracture. Donc là, bon, il y a un peu plus de patients maintenant, mais là, c'est un recueil de données qui s'arrête à fin 2014, donc ça représente 372 patients, avec 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes, et c'est là qu'on voit que c'est une cohorte et que ce n'est pas un registre, parce que classiquement, le sexe ratio est à 1 dans la dysplasie fibreuse, c'est-à-dire qu'on a plus de femmes qui sont venues consulter que d'hommes. L'âge médian au diagnostic, c'était 23 ans. Vous voyez, beaucoup de dysplasies fibreuses qui sont diagnostiquées à l'âge adulte. Et l'âge au premier symptôme, 18 ans. Un chiffre que je n'ai pas indiqué, mais qui est intéressant, à mon avis, sur l'intérêt de la création des centres de référence depuis une dizaine d'années, c'est le retard au diagnostic. Alors nous, on a défini le temps. Le retard au diagnostic, c'était un diagnostic qui a pris plus de 6 mois. Là aussi, c'est arbitraire, hein, mais bon, ça peut être considéré comme raisonnable. Et en fait, on a simplement un quart des patients qui ont un diagnostic au-delà de 6 mois. Donc je pense que la question du retard au diagnostic est en train de s'améliorer doucement. Donc pour le symptôme initial, vous voyez, la douleur, 44%, 25% des cas diagnostic fortuit, puis différentes autres présentations. Fracture, donc comme symptôme initial, vous voyez, c'est moins de 10% finalement. On a ce qui est conforme à la littérature, peut-être un peu moins de monostotique que dans le reste de la littérature, 58%, 42% de polyostotique. Et puis les os concernés, fémur principalement et crâne principalement, puis ensuite toutes les autres localisations. Donc là on est conforme à ce qui est déjà publié. On a finalement des manques, je pense, dans notre base de données, puisqu'on n'a pas correctement saisi les diabètes phosphatés, je pense, parce qu'on en a peu. McCune-Albright, donc 45 sujets, donc 12%, c'est probablement, là aussi il y a un biais de recrutement, ça montre que c'est une cohorte, pas un registre, parce qu'il y a plus de McCune-Albright dans notre centre que normalement, c'est beaucoup, en proportion des dysplasies fibreuses, c'est plus rare que ça. Donc on sélectionne des sujets plus sévères, bon c'est logique, hein. Et là, l'âge médian au diagnostic du McCune-Albright est de 4 ans, et puis c'est dans l'immense majorité des cas, bien sûr, une dysplasie polyostotique. Quelques syndromes de Mazabro, et 9, qui ont été évoqués tout à l'heure par Jean-Denis Laredo. Un adénome hépatique qui était GNAS positif, et puis une tumeur pancréatique. Voilà. Donc on a là-dessus 211 patients avec un suivi d'au moins 12 mois, et une durée médiane de suivi de 7 ans. 22% des sujets ont une fracture prévalente, et puis 17% faut une fracture en suivi prospectif.
Donc la moitié sont douloureux en fin de suivi, et on a 40% qui a été opéré, et on n'a pas de transformation maligne dans cette série. Alors là, on a pu utiliser ces données pour faire une analyse pronostique et pour voir quels sont les facteurs de risque faciles à interpréter avec simplement quelques données cliniques qui permettent finalement ensuite d'orienter la prise en charge. Donc, c'est donc une analyse univariée puis multivariée. Et vous voyez les facteurs pronostiques. Donc le sexe n'est pas un facteur pronostique, hein, égale sévérité. L'âge aux premiers symptômes non plus. L'âge au diagnostic, oui. Symptômes initiaux, non. La forme de dysplasie, c'est-à-dire est-ce que c'est polystotique ou monostotique, oui. La présence d'un diabète phosphaté, oui. Le MAS, pas vraiment. Le MAS-Abro non plus. Et puis la fracture au moment du diagnostic, oui. Et en fait, en multivarié, ce qui ressort essentiellement, en fait, c'est la forme polyostotique. Donc c'est ces formes-là qui doivent attirer le plus l'attention, parce que c'est ces formes-là qui vont avoir une évolution plus difficile, c'est-à-dire avec des patients douloureux et qui fracturent davantage. Avec la limite, là aussi, de notre recueil de données sur le diabète phosphaté, qui est probablement insuffisant, personnellement, je pense que y a quand même, ça représente un facteur de risque de fracture. Bon. Donc voici un exemple, finalement, d'utilisation de pétales qui est quand même très satisfaisant, parce qu'après quelques années de saisie, ça permet de faire des études épidémiologiques avec un coût très limité, encore une fois, par rapport à, si on avait voulu faire un PHRC sur une cohorte nationale de dysplasie fibreuse, une ANR ou que sais-je, d'abord on n'aurait probablement pas eu l'argent, mais si on l'avait eu, ça aurait été beaucoup plus d'efforts. Ces bases, c'est aussi une ressource pour identifier des patients à inclure dans des essais thérapeutiques. Donc à l'heure actuelle, il y a un essai que l'on est en train de terminer. Il reste 4 patients à recruter d'ici le mois de juillet. C'est l'essai Tocilis, basé sur un raisonnement physiopathologique qui est que dans la dysplasie fibreuse, il y a une augmentation de l'IL6 au sein des cellules mutées, et donc une augmentation de la résorption osseuse de ce fait. Et il y a un traitement qui inhibe l'interleukine 6, qui est un anticorps anti-récepteur qu'on utilise depuis longtemps dans la polyarthrite rhumatoïde. Et donc on s'est dit qu'on devait essayer de l'utiliser chez les patients qui sont résistants au biphosphonate, qui est quand même le traitement de première ligne, qui est bien toléré, facile à administrer et pas cher. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on a une diminution de la résorption osseuse et puis diminuer également la capacité à diminuer les douleurs osseuses, peut-être d'améliorer la résistance osseuse et d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc toutes choses qu'on a mesurées, essai qui est conduit chez des sujets majeurs et qui ont des formes sévères de dysplasie, résistantes au bisphosphonate, qui gardent des douleurs sous bisphosphonate et qui ont un niveau de remodelage osseux élevé. Donc c'est une étude en plan croisé, hein, donc randomisation, 6 mois de tocilizumab, puis 6 mois de placebo, ou inversement, 6 mois de placebo, puis 6 mois de tocilizumab, avec un critère de jugement principal qui est un marqueur de résorption osseuse, et puis en secondaire, on a le niveau de douleur. Et jusqu'à présent, donc, cet essai s'est très bien déroulé. Il y a d'autres produits qui sont à l'étude. Nous, on n'a pas fait le choix tellement de s'investir sur le denosumab. Il y a d'autres groupes qui en font plus. Bon, on a essayé un petit peu avec des résultats contrastés. En Amérique du Nord, et le centre du NIH fait davantage de denosumab que nous. Donc chez ce patient, on a eu un effet initial assez intéressant, mais avec un échappement assez rapide. Mais quelques observations publiées où il y a des résultats qui sont variables, on va dire. Je voudrais terminer sur une perspective de développement médicamenteuse dans la dysplasie fibreuse qui porte spécifiquement sur les mécanismes de la douleur. Jusqu'à présent, les traitements qui ont été utilisés sont des médicaments à visée osseuse, en bisphosphonate. Là, je viens de parler du tocilizumab, il y a le denosumab. Bon, ce sont des médicaments à visée osseuse, donc il y a une action sur le remodelage osseux. En fait, il faut être lucide, on ne comprend pas du tout le mécanisme de la douleur dans la dysplasie fibreuse. Il y a des arguments pour penser que c'est lié au remodelage osseux, mais pas seulement. Et il est vrai, il y a une partie de la douleur qui est de caractère neuropathique, c'est certain. Et traiter la douleur elle-même avec des cibles spécifiques peut présenter aussi un intérêt. Le tableau clinique des douleurs est également assez différent chez l'adulte et l'enfant. Ici, vous avez une étude qui montrait que les patients adultes sont beaucoup plus douloureux que les enfants. Et il
le type de fibres nerveuses qui innervent l'os et surtout qui sont impliquées dans les maladies osseuses est très intéressant à étudier, parce qu'en fait, ici, vous avez une comparaison entre le type de fibres nerveuses qui innervent la peau et l'os. Vous voyez que dans la peau, vous avez surtout des fibres qui n'ont pas le récepteur trigger A, c'est-à-dire celui qui capte le NGF, le nerve growth factor. Alors que dans l'os, c'est au contraire des fibres qui sont très très sensibles à ce NGF. Et il se trouve que le NGF, on sait le moduler aujourd'hui, puisqu'il y a 2 médicaments qui sont en cours de développement dans l'arthrose. Donc il s'agit à nouveau de réutiliser des médicaments utilisés dans des maladies fréquentes. Ce sont des anticorps anti-NGF. Donc ce sont des médicaments qui sont actuellement en phase 3 dans l'arthrose du genou et de la hanche, et qui ont un effet antalgique tout à fait marqué. Et donc l'idée, ça pourrait être, si jamais ces médicaments arrivent sur le marché, de réutiliser ça chez les patients atteints de dysplasie ou d'autres maladies osseuses pour traiter la douleur et pas nécessairement l'os, ce qui peut permettre d'éviter à se poser la question d'une utilisation à très long terme d'un bisphosphonate qui peut poser des problèmes de mandibule ou de fracture atypique, quoi. Donc ce modèle, pour vous montrer, il s'agit d'un modèle murin d'ostéosarcome. Bon, à gauche, A, c'est le témoin, et à droite, c'est cet os qui est envahi par les cellules tumorales que vous avez en vert, et vous voyez qu'il y a une prolifération des fibres nerveuses qui ont le récepteur trigger A. Et donc l'idée de ce type de médicament, et il y a des arguments pour penser qu'on a la même chose au sein d'une dysplasie en fait. Et donc l'idée, c'est d'essayer de bloquer cette prolifération des fibres nerveuses, ce sprouting, de façon à traiter spécifiquement la douleur, sans finalement s'adresser à l'os lui-même. Voilà, donc pour conclure, cohorte et registre, ça me paraît être un objectif vraiment extrêmement important pour l'avenir. Moi, c'est l'aspect coût-efficacité qui me plaît bien dans l'affaire, parce que c'est beaucoup plus facile à faire qu'une cohorte classique. Pour certaines maladies rares, je pense que l'objectif de bâtir un vrai registre est faisable, parce que le nombre de patients étant réduit, on doit pouvoir y arriver en collaborant. Donc recherche techniquement plus facile qu'une cohorte, c'est peu coûteux. Puis c'est un progrès direct pour nos patients. Ça nous donne de l'information sur l'histoire naturelle, ça permet de bâtir des études pronostiques, et puis il y a des débouchés thérapeutiques qui sont également très importants. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions à poser à Roland? Oui, là. Oui, je pense que ce serait bien qu'on essaye de s'harmoniser au niveau de Semara et de la filière Oscar sur les items en fait qu'on doit remplir, et par exemple pour les personnes qui viennent nous voir pour une suspicion de maladie osseuse constitutionnelle mais pour lesquelles on n'a pas toujours de diagnostic, quel item vous conseillez, parce que dans Semara il y a syndrome dysmorphique avec petite taille, mais j'ai pas trouvé de... J'ai sans doute mal cherché. Syndrome dysmorphique. Syndrome dysmorphique avec petite taille sans diagnostic en fait. C'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Le problème des thésaurus, c'est un problème majeur, tu l'as dit, fondamental effectivement des bases de données. Donc pour ce cas particulier, c'est vrai qu'il faut se lancer un petit peu. Soit tu envisages plutôt une piste, une chondrodysplasie. Il y a un chapitre très large qui s'appelle chondrodysplasie. Donc quand on évoque quand même une pathologie osseuse, la catégorie c'est chondrodysplasie, et après tu essaies de mettre des mots-clés descripteurs, voire un commentaire que tu peux, qu'il faut qu'il soit le même, que tu écrives le même, parce qu'on peut les ressortir après. Voilà. Mais il faut être maillage large. Il y a un truc chondrodysplasie. D'accord, merci. Parce qu'il y a un truc aussi petite taille / endocrino, je crois. Et / calcium. Enfin, il faut quand même retenir que c'est une base qui est facile à utiliser. Oui, elle a plein de défauts, mais elle est simplissime. C'est 10 secondes, même pas par patient, quand on sait l'utiliser. Il y a une question là-bas. Madame Berthelin. Et puis, moi, j'avais aussi une question pour toi. Tu dis, là, le sexe ratio a été échangé et peut-être qu'il y a un biais dans le recrutement, mais la taille de la base de données de la cohorte est extrêmement impressionnante. Quels sont en Europe ou dans le monde les groupes qui ont réussi à recruter autant de patients avec une dysplasie fibreuse, et parce que moi, de ce que je connais, c'est plutôt des recrutements via McCune-Albright
plus que via dysplasie fibreuse. Donc c'est peut-être pour ça que toi, tu as une autre vision de la maladie qui est probablement très intéressante, parce que tu la regardes par une autre facette. Donc du coup, c'est pour ça que je ne serais pas aussi négative sur le fait de voir un autre aspect de la pathologie. Et ce que tu vois est probablement vrai. Tu dis, on a plus de diabète phosphaté, mais parce que tu vois autre chose de la maladie. Oui, alors je pense qu'il n'y a pas autant de diabète phosphaté que le dit par exemple Mike Collins, parce que lui, il voit que des malades très très graves. Il est au NIH, voilà. Donc on lui envoie que les cas hyper sévères des États-Unis. Alors tu vois, en fait, oui, en série, en cohorte actuelle, je pense que c'est la plus grosse, effectivement. Par contre, quand même, quand on regarde toute la littérature antérieure, il y a toujours eu un sexe ratio à 1. Et je pense qu'il y a une étude qui est moins biaisée que toutes les séries d'orthopédie ou d'endocrino, c'est la Mayo Clinic. La Mayo Clinic, ils ont regardé l'aspect sous un œil tumoral, mais quand même, ils ont des formes très très variées parce que c'est pris au milieu on va dire d'une RCP de tumeur osseuse. Oui. Et quand même, ils ont quelque chose comme, c'était plus de 1000 patients, hein, et là quand même, ils avaient un sexe ratio 1. Hein, quoi. Voilà. Oui, vous avez parlé de la base PMSI. Est-ce que vous avez matché les deux bases, PMSI et cette base, et est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est de type complexe? Alors, utiliser le PMSI, moi j'en ai l'expérience parce qu'on l'a fait pour des études d'observance des traitements de l'ostéoporose et puis sur l'incidence des fractures de hanche. Donc ça se fait, soit on fait une collaboration avec la caisse primaire d'assurance maladie, soit on s'adresse à des sociétés qui ont accès à ça, qui achètent la base de données, on peut considérer comme des consultants. Le problème pour une pathologie comme celle-ci, c'est que avec le PMSI, on n'a que les patients hospitalisés. Et il y a beaucoup de patients qui ne sont suivis qu'en consultation, et ceux-là, on va les rater. Donc pour des pathologies où l'hospitalisation est obligatoire, fracture du col du fémur, là on est sûr qu'on va avoir une incidence correcte. En revanche, s'il y a du suivi qui est purement ambulatoire, on le rate. Merci. Bonjour, je voulais faire une petite remarque sur les thésaurus et ces maras. On n'entend pas, c'est facile. Dans ces maras, en fait, la conception, c'est que chaque filière, enfin initialement chaque CRMR, travaille avec son CEMARA. Moi, j'étais très étonnée, je pensais qu'on appuierait sur le bouton et qu'on verrait les corrélations entre, mettons, tête-coup-dent, Oscar, dermato, Et donc, en fait, il y a une étanchéité. Donc, j'ai simplement le commentaire que si on ne travaille pas en transfilière pour justement régler ce problème de est-ce qu'on écrit l'élément affecté ou le nom du syndrome, qui est un problème récurrent dans toutes ces maladies génétiques, on va perdre du temps. Donc, un petit message transfilière, ça sera très efficace, à mon avis. Oui, et on gagnera un temps considérable parce que c'est un peu un canapharnaum. Que les centres, en fait, ont bâti des pétales qui leur correspondaient. Ça, c'est une autre dimension. Oui. Et du coup, dans une autre filière, on n'a pas nécessairement la même approche, quoi. Voilà. Okay, merci beaucoup. On va passer donc... merci.